Alors, chers maîtres, chers amis, chers collègues, chère assistance, j'ai un triple honneur aujourd'hui d'être ici. Le premier honneur, c'est être parmi mes grands maîtres et mon maître Oustad Bousfeha, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui avec qui j'ai pris ma thèse de médecine. Donc, il était le premier qui m'a imprégné en pédiatrie. Et ma thèse était sur les déficits immunitaires primitifs et l'atteinte respiratoire. Donc je ne vous lirai jamais ça, parce que la confiance que vous m'avez faite me restera toujours gravée. Oustad Souirti, c'est vraiment mon mentor en neurologie et en neuropédiatrie. C'est grâce à lui que j'ai appris l'EG, j'ai appris beaucoup de choses. Donc il compte énormément pour moi et je ne pourrais jamais le remercier assez pour tout ce qu'il fait pour moi. Double honneur aussi parce qu'il y a mes amis, mes très très chers amis. Il y a professeur Linda Rachidi et professeur Tihel Ben Hussein, avec qui on forme une bonne équipe, Inch'Allah, une équipe amicale, mais qui va aussi se concrétiser avec des travaux, des consultations multidisciplinaires, et tout va dans l'intérêt de nos enfants. Triple fierté aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour notre pays, parce que hier, toute la communauté internationale a pu dire haut et fort ce qu'on disait toujours chez nous. Donc, alhamdoulilah, la marocanité du Sahara a été acquise et approuvée par tout le monde. Donc aujourd'hui, et je vous remercie énormément parce que grâce à cette présentation, moi aussi j'ai énormément appris. Et je pense que certaines passions pour nous qui nous ont marqué un peu dans notre pratique et qui nous ont posé problème, peut-être que la réponse à ces problématiques, c'était de chercher est-ce qu'il y avait un déficit immunitaire sous-jacent. Donc les manifestations neurologiques, ce n'est pas si anodin que ça, quand même, ça représente 10 à 20% au total, selon les études, selon les différentes études, des patients atteints d'erreurs de l'immunité innée. Donc bien sûr, le clinicien, il a un double rôle. C'est tout d'abord savoir évoquer un déficit immunitaire devant un symptôme neurologique inhabituel, mais aussi savoir détecter devant un type de déficit immunitaire quelle atteinte neurologique associée. Donc, dans ce cas, on aura deux cas de figure. Tout d'abord inaugural, c'est-à-dire que le premier signe de la maladie sera un signe neurologique, ou secondaire, c'est que le signe neurologique va apparaître au cours de l'évolution de cette pathologie. J'ai essayé de mon mieux de rassembler dans un tableau la dernière classification qui a été faite par professeur Bousfeha en 2024 sur les différents groupes de déficit immunitaire, qui sont actuellement au nombre de 10. Donc les déficits combinés. Yaka Oustad. Donc les syndromes complexes, les déficits aux anticorps, la régulation immunitaire, les déficits en phagocytose, l'immunité innée, l'auto-inflammation, les déficits en complément, les défauts de lymphocyte B et les défauts de lymphocyte T. Et bien sûr, chaque groupe, il y a des manifestations cliniques qui sont propres. Alors, l'interaction du système immunitaire et du système nerveux central, à premier abord, on peut dire que le cerveau est un peu intact par rapport aux différentes attaques, que ce soit virus, champignons, etc., via la barrière hématoméningée et via le système immunitaire propre au cerveau, qui sont les microglies. Mais malheureusement, un déficit d'un de ces deux barrières, donc la barrière hématoméningée ou au niveau de la microglie, peut impacter directement le cerveau. Donc soit c'est un passage direct, soit c'est un problème de protection. Alors, les atteintes neurologiques possibles qu'on peut avoir, infectieuses, comme les méningites ou des encéphalites récidivantes, des atteintes démyélinisantes, donc des leucoencéphalopathies ou des syndromes qui ressemblent à la sclérose en plaques,
vasculaires, donc anévrisme, AVC, hémorragie intracrânienne, tumorales, donc surtout les lymphomes primitifs du système nerveux central, dégénératives donc, et développementales ou auto-immunes. Donc on va un peu détailler ça par la suite. Alors, pourquoi le système nerveux est-il touché? Donc plusieurs mécanismes. En fait, ça sera les têtes de chapitre. La première cause, c'est les causes infectieuses. La deuxième, c'est les maladies auto-immunes ou inflammatoires. Et la troisième, c'est les maladies dégénératives et tumorales. En fait, c'est comme ça que ça va être exposé. Donc, la cause infectieuse, c'est les causes les plus fréquentes d'attaque du système nerveux central. C'est soit, la plupart du temps, un défaut de contrôle du pathogène. Généralement, c'est le virus, notamment le virus zonavirus et les entérovirus. Et ça a une particularité dans les déficits immunitaires primitifs. Les maladies auto-immunes, bien sûr, c'est dû à un défaut de régulation immunitaire. Donc, le système immunitaire, il attaque le système nerveux central. C'est le cas des encéphalites auto-immunes ou des vascularites cérébrales. Et en dernier, les maladies dégénératives ou tumorales, comme les leucoencéphalopathies progressives, qui sont justement liées à ces entérovirus et avec un risque accru de lymphomes cérébraux. Donc, on va commencer par tout ce qui est infectieux. Alors, quand on pense à un problème de déficit immunitaire, quand on a des infections du système nerveux central, soit rares, qui normalement pour un enfant qui a une immunité normale ne va pas donner des tables aussi sévères, récidivantes, donc on doit penser automatiquement à un problème de déficit immunitaire. Les méningites et les encéphalites récidivantes, surtout bactériennes, donc on pense à un déficit en complément ou quand c'est viral, c'est un déficit en lymphocyte T ou NK. Certaines encéphalites virales spécifiques, donc l'encéphalite A varicelle zona, qui est très évocatrice d'un déficit immunitaire primitif si sévère ou récurrente, et la particularité des déficits communs variables ou la gamma-globulinémie, c'est cette encéphalite à entérovirus, donc on va la voir en détail. Et bien sûr, c'est les abcès cérébraux, notamment dans les maladies granulomateuses chroniques. Alors, ce schéma, il va un peu démontrer comment, chez un enfant qui est immunodéprimé, comment il réagit face à l'EBV. Donc, il y a deux actions. C'est soit que, par défaut des anticorps, il va garder cet EBV à l'intérieur des cellules immunitaires, à l'intérieur des lymphocytes B. Donc, soit il va la garder et par la suite se réactiver, soit en la gardant et comme le système immunitaire ne peut pas se défendre, il va avoir une défense un peu exagérée et là, on va avoir de l'inflammation et de l'auto-immunité qui est associée. Et c'est le cas de cette particularité des encéphalites à EBV, c'est la méningoencéphalite chronique dans la gamma-globulinémie. Donc, c'est des infections persistantes du système nerveux central par entérovirus qui rentrent par voie digestive et ça donne des méningoencéphalites chroniques ou subaiguës, parfois précédées de dermatomyosite-like syndrome, qui est connu dans les gamma-globulinémies avec le BV. Des troubles cognitifs progressifs, ataxie, troubles du comportement, mouvements anormaux, ça rappelle un peu la post-rougeole. Oui, les peste, c'est un peu le même mécanisme que la peste. Donc, à l'IRM, on a des lésions de la substance blanche et une atrophie corticale. Et au LCR, on a une pléocytose modérée avec une PCR positive de façon persistante. Donc, on n'arrive pas à éliminer cet entérovirus. Et cette évolution, elle se fait au long cours et généralement, elle est fatale. Dans la plupart du temps, elle est fatale. Vraiment, dans la littérature, je n'ai trouvé que 2 personnes qui ont pu survivre. Il y a d'autres manifestations, à part cette méningoencéphalite. Il y a les méningites bactériennes récidivantes, dans les déficits en complément aux anticorps. Les encéphalites virales sévères ou chroniques, dans les déficits en lymphocytes et aux anticorps. Les abcès cérébrales, surtout dans la maladie granulomatose chronique.
les méningoencéphalites à cryptocoque dans les déficits de l'immunité cellulaire et les leucoencéphalopathies multifocales progressives dans les déficits de l'immunité cellulaire. Donc, et généralement, actuellement, on arrive à donc les stopper grâce au traitement immunosuppresseur. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme neuro-inflammatoire. Là, il se manifeste soit par des vascularites cérébrales, donc ça peut donner des AVC ou simplement des céphalées, des encéphalites auto-immunes comme on les connaît, tableau de troubles du comportement, mouvements anormaux, crise d'épilepsie, en fait, ce qu'on connaît un peu des encéphalites auto-immunes, des myélinisants qui peuvent mimer une sclérose en plaques, notamment donc, dans le DICV, et de la neurosarcoïdose dans la maladie granulomateuse chronique. Donc, comment on peut expliquer? Donc, il y a deux mécanismes, soit au niveau donc, de les récepteurs CTLA4, donc, qui vont s'exprimer moins. Donc, cette faible expression va entraîner une réactivation ou une activation de l'immunité cellulaire, donc qui va entraîner cette auto-immunité persistante. Ou il y a un autre mécanisme, c'est le mécanisme des STAT1 qui, à défaut donc d'activation, donc ils vont une activation qui est excessive et ça va entraîner une super production des interférents, donc qui vont entraîner l'auto-inflammation ou l'auto-immunité. Donc les encéphalites auto-immunes, c'est vrai qu'on les connaît bien, mais dans des cas particuliers, quand c'est récidivant, quand c'est sévère, quand c'est très précoce, il faut aussi penser au déficit immunitaire. Donc, ce qu'on connaît, les anti-NMDA, les anti-GAD65, les anti-GABA, et surtout, donc cette séronégativité doit donc, nous faire penser à des déficits immunitaires. Donc, c'est ce qu'on a vu. Les ADEM récurrents. Les ADEM récurrents, donc aussi, donc comme des lésions multifocales de la substance blanche, c'est ce qu'on connaît des ADEM, mais la récurrence doit nous faire aussi penser donc à ce déficit immunitaire, les atteintes médulaires associées, les leucoencéphalopathies inflammatoires, surtout donc le phénotype particulier, c'est le Marchia-Fava bignami qui est connu dans les enfants qui ont des déficits ou des dénutritions sévères. Donc, ça donne des neuropathies périphériques avec surdité. C'est généralement dû à un déficit en vitamine B9, B12. Mais dans ce cas, malgré donc, les bilans qui sont normaux, si on a donc, ce tableau avec un bilan normal, il faut penser à un déficit immunitaire. Outre, même une atteinte périphérique peut donc, nous orienter vers un déficit immunitaire, notamment dans les polyradiculonévrites chroniques et les neuropathies des petites fibres, surtout chez les tout petits, les enfants. Donc les atteintes médulaires et la particularité aussi, c'est les vascularites du système nerveux central, donc les accidents ischémiques, les méningites lymphocytaires chroniques et maladies des anticorps antiphospholipides. En fait, ça, c'est un papier donc, qui vient de sortir en 2024 qui ressemble un peu tous les signes neurologiques qui orientent donc, vers un déficit immunitaire bien connu. Et là, il a scindé quand c'est le système nerveux central qui est atteint et le système nerveux périphérique qui est atteint et donc quel déficit immunitaire il faut aller chercher. Donc là, je me répète. Il y a aussi une corrélation anatomoclinique. Donc, quelle structure atteinte, quel déficit immunitaire il faut chercher? Quand c'est le cervelet, c'est surtout la taxi-téléngiostasie, le MRE11. Quand c'est la substance blanche, c'est surtout les CIVD, le CTLA4. Quand c'est le tronc cérébral, c'est les SCID. Quand c'est le système nerveux périphérique, c'est surtout les STAT3 et les LRBA. D'accord. Donc là, on arrive au dernier mécanisme, qui est le mécanisme métabolique et dégénératif. Donc, soit on a donc, une régression psychomotrice, donc c'est le cas de l'ataxie-téléngiostasie avec l'ataxie cérébelleuse. Dans les leucoencéphalopathies progressives, donc c'est ce qu'on a vu avec les entérovirus, les tumeurs, il y a un risque accru de lymphome primitif du système nerveux central et les vascularites par thrombopénie auto-immune dans le syndrome, par exemple, de Wiskott-Aldrich.
Alors, le mécanisme donc, de ces atteintes, c'est soit le stress oxydatif, donc une production excessive de la ROS par la microglie activée, soit une dysfonction mitochondriale, donc un défaut de la phosphorylation oxydative, soit une mort neuronale excessive, donc apoptose et nécroptose accélérée, soit une altération de la plasticité synaptique par défaut de formation et maintien des synapses. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, dans les défauts, par exemple, de la réparation de l'ADN, donc il y a deux types, donc soit le complexe MRN, donc c'est un défaut de capsule, de détection de la cassure double brin, donc il y a une accumulation des substrats au niveau intracellulaire, c'est ce qui cause la mort neuronale par la suite. Et c'est le cas, par exemple, de l'ataxie-télégiectasie et le syndrome de Nijmegen. Et les particularités, c'est l'ataxie-télégiectasie, c'est postnatal. Le syndrome de Nijmegen, c'est prénatal. Ça donne des microcéphalies congénitales progressives, un retard mental et une démyélinisation centrale. Donc, je ne vais pas m'attarder. Un des particularités aussi, donc en prénatal, c'est le syndrome des Cardier ou Gouttière, donc qui est assez connu, avec cette microcranie, les calcifications intracérébrales, mais surtout ces pseudo-engelures, c'est un pseudo-lupus congénital, donc qui est très très difficile à gérer. Et je vais finir par les atteintes tumorales du système nerveux central. Donc, c'est soit une dysfonction de la surveillance immunitaire, soit c'est l'infection virale oncogène chronique comme le BV, donc qui va donner ces atteintes tumorales, soit une inflammation chronique avec une stimulation antigénique prolongée, soit c'est une altération des gènes de réparation de l'ADN. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. On arrive au diagnostic, je sais aussi. Bakri. D'accord. C'est le plus important et je pense que j'arrive au point le plus important. C'est quand évoquer un déficit immunitaire primitif devant une atteinte neurologique. C'est ça pour moi le point le plus important. C'est quand on a un syndrome neurologique inhabituel chez un enfant ou chez un jeune adulte avec des critères d'alerte. Infection neurologique récidivante ou un microbe inhabituel. Association avec des infections systémiques ou une auto-immunité extra-neurologique, des antécédents familiaux bien sûr, ou un syndrome dégénératif inexpliqué. Donc je pense que c'est l'essentiel de ma présentation aujourd'hui. Et ça a été bien sûr bien codifié. Donc les red flags qu'il faut rechercher, c'est bien sûr des syndromes neurologiques, soit centrales, soit périphériques, associés à des symptômes généraux, mais les deux, il faut qu'ils soient fréquents, sévères ou inhabituels, associés soit à une tumeur, soit à des problèmes allergiques multiples. Donc quand on a ça, il faut automatiquement penser à un déficit immunitaire et faire un bilan dans ce sens. Bien sûr, le bilan de première ligne, ce qu'on connaît tous, NFS, phénotypage, immunoglobuline sérique, le complément, l'IRM cérébral, la ponction lombaire. Complété par l'étude fonctionnelle lymphocytaire, le dosage des cytokines plasmatiques, la recherche d'auto-anticorps neuronaux, le séquençage génétique et l'étude de signalisation. Mais comment traiter? Alors, il y a le traitement de fond, bien sûr, si infection, si auto-immunité ou si neurodégénération. C'est bien sûr les immunoglobulines, l'antibioprophylaxie, les antiviraux, etc. Mais il y a aussi le traitement de chaque pathologie et c'est les thérapies ciblées qui sont actuellement en train donc, de se multiplier. Et je pense que c'est très... oui, donc pour nos patients, donc on voit un peu le bout du tunnel. Et bien sûr, la greffe et thérapie génique qui font pour l'instant le bonheur de beaucoup de patients qui doivent être par contre réalisées avant que les lésions cérébrales soient irréversibles. Et je conclus. Donc les manifestations neurologiques
sont fréquentes et hautement variées dans les déficits immunitaires primitifs. Une atteinte neurologique peut être révélatrice et engage souvent le pronostic vital et fonctionnel. Donc, au-delà des infections, pensez aussi aux maladies neuro-inflammatoires auto-immunes et dégénératives. Et le diagnostic, bien sûr, repose sur la collaboration, et c'est le but donc, de cette journée, neurologue, immunologue, infectieux et généticien. Et je vous remercie.